Fallout from the Jeffrey Epstein files is intensifying today. President Trump has ordered the Justice Department to investigate top Democrats and major financial institutions linked to the convicted sex offender. The move follows a House release of thousands of Epstein estate documents, many referencing the president's connection to Epstein. NBC's Kelly O'Donnell reports from Washington. Il est presque impossible de traduire en mots ce qui se passe dans l'intimité d'une personne qui, pendant si longtemps, s'est crue au-dessus de toute conséquence. Un homme qui a érigé autour de lui une forteresse faite d'influence, d'alliances stratégiques et de pouvoir absolu. Mais aujourd'hui, cette forteresse commence à s'effondrer. Les fissures ne sont plus silencieuses. Elles résonnent dans les couloirs du pouvoir politique américain. Donald Trump, qui a dirigé pendant des années d'une main de fer et avec des discours enflammés, est pris d'une peur viscérale. Il ne s'agit pas du théâtre habituel des conférences de presse improvisées, ni des manœuvres calculées en coulisses. C'est une peur brute, instinctive. Le genre de peur qui s'installe lorsqu'on se rend compte que la vérité, celle qui a été étouffée par l'argent, les menaces et le silence pendant des décennies, commence enfin à émerger. Une vérité qui a un visage, un nom et des cicatrices. Un nom qui revient le hanter, Jeffrey Epstein, avec l'apparition de nouvelles fuites, de messages et de documents qui n'auraient jamais dû voir le jour. Le lien entre Trump et ce passé sombre prend une nouvelle dimension. Ce qui semblait auparavant n'être que spéculation commence maintenant à prendre forme. Substance, corps. Et l'épicentre de cet effondrement est un texte, un simple fichier envoyé par Epstein à Steve Bannon qui contenait plus que des mots. Il contenait une menace, un souvenir vivant de quelque chose que Trump a tenté d'enterrer avec les secrets qu'il a accumulés. Un ancien conseiller, quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un qu'il pensait avoir écarté, devient désormais un élément clé de ce nouveau scandale. Dans le contenu divulgué, la phrase la plus troublante est simple, mais dévastatrice. Maintenant, tu comprends pourquoi Trump se réveille en sueur la nuit quand il sait que toi et moi sommes amis. Cette phrase résonne comme un signal d'alarme qui ne peut plus être ignoré. Pour comprendre la profondeur de cette crise, il faut regarder au-delà de la politique et écouter ceux qui ont été historiquement réduits au silence. Ceux qui ont vécu dans leur chair l'horreur, que beaucoup ont insisté pour nier, les survivantes d'Epstein, des adolescentes de 14, 15, 16 ans qui ont été privées de leur enfance. Aujourd'hui, des décennies plus tard, ces femmes se lèvent. Et où elles parlent avec la force de celles qui ont porté le poids de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation. Ce n'est pas par vengeance, c'est pour la justice. C'est pour celles qui vivent encore cachées, dans la peur, la honte, avec des cicatrices. L'une d'elles dit « J'avais 14 ans, je n'étais qu'une enfant, et voilà ce qu'ils m'ont fait ». Les voix qui ont été réduites au silence pendant si longtemps trouvent désormais leur place. Et les noms qui sont restés dans l'ombre pendant des années commencent à apparaître. Et parmi eux, il y en a un qui revient plus souvent que les autres, Donald Trump. L'homme qui s'est présenté comme le défenseur de la moralité, comme le bastion de la famille traditionnelle, se retrouve aujourd'hui acculé par les vérités qu'il a tenté d'effacer. Et plus il essaie de les cacher, plus elles deviennent visibles. Aucun appareil médiatique, aucune équipe juridique, aucune influence institutionnelle ne peut contenir la progression de cette vague. Au Congrès américain, le climat est de plus en plus tendu. Les parlementaires rencontrent les survivantes. Elles racontent leur histoire en détail, non pas pour créer du sensationnalisme, mais pour tenter de retrouver la dignité qui leur a été volée. Et au milieu de ces rencontres, un nom émerge, qui représente bien le type de trahison institutionnelle qui a alimenté ce système pendant des décennies. Mike Johnson, celui-là même qui, devant les caméras, a promis son soutien, son écoute et son empathie, et celui qui a ensuite fermé les portes. Il a ignoré, minimisé, détourné le regard. C'est l'essence même du mouvement politique qui s'est construit autour de Trump. Un projet qui considère la douleur des autres comme une menace. Car au fond, ils savent que chaque histoire racontée est une brique en moins dans la structure de l'impunité. C'est pourquoi
Trump est envahi par la peur, parce qu'il ne s'agit plus d'une élection, d'un sondage d'opinion, d'une attaque de l'opposition. Il s'agit de quelque chose qui échappe à son contrôle. Les voix qu'il a tenté de faire taire ont trouvé un écho. Et tout le pays commence à les entendre. Plus encore, il commence à réagir. Rien ne révèle mieux cette peur que les réactions publiques de Trump lorsqu'il est confronté. Un journaliste l'interroge directement sur ses liens avec Epstein. Il ne répond pas. Il attaque. Il dit que tout est inventé, que ce sont des mensonges créés par la presse. Mais quelques minutes plus tard, il publie sur ses réseaux sociaux que les archives d'Epstein devraient être ouvertes, qu'il n'a rien à cacher. C'est le schéma habituel, la contradiction constante. Une tentative désespérée de trouver un équilibre entre le déni et une fausse transparence. D'un côté, il essaie de se présenter comme un défenseur de la vérité. De l'autre, il manœuvre en coulisses pour empêcher légalement la divulgation des documents. Il compte sur des alliés au sein du ministère de la Justice, sur des juges favorables à sa cause. Et il croit qu'une fois de plus, il pourra s'en sortir. Et si tout va de travers, il dira qu'il n'a fait que suivre les protocoles légaux. Mais le pays ne le croit plus, car il y a des vérités qui, une fois libérées, ne peuvent plus être contenues. Le message d'Epstein à Bannon n'est pas seulement une menace symbolique, c'est un point de rupture. Comme une pierre jetée dans un lac calme, les vagues se propagent et personne ne sait jusqu'où elles iront. En mentionnant que Trump panique à l'idée de la proximité entre Epstein et Bannon, le texte révèle plus qu'une simple insécurité. Il révèle une complicité. Et s'il y a complicité, il y a aussi des conséquences. Steve Bannon, qui même en dehors du gouvernement a maintenu des relations politiques actives, se rapproche d'Epstein avec un objectif clair, reconstruire l'image des deux hommes. Et il ne le fait pas seul. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il risque. Et maintenant, lorsqu'il admet publiquement lors d'une conférence conservatrice qu'il pourrait être arrêté si le Parti démocrate remporte les élections, il déclenche une nouvelle alerte. Car ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement un siège à la présidence, c'est la liberté, c'est la réputation, c'est l'héritage. Si vous avez suivi ce contenu jusqu'ici et que vous avez ressenti à un moment donné une indignation grandir en vous, alors vous comprenez pourquoi cette vidéo est importante. Parce qu'elle révèle ce que beaucoup préfèrent cacher. Parce qu'elle relie les points que les médias ignorent. Et si ce type de contenu a du sens pour vous, s'il vous aide à voir plus clairement ce qui se cache derrière les discours et les promesses, alors aimez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous encourage à continuer à produire un contenu honnête, direct et sans filtre. L'histoire n'est pas encore terminée et vous voudrez être là lorsque les prochains chapitres seront révélés. À ce stade de la crise, il n'y a plus de place pour les doutes ou les théories nébuleuses. Le contenu du message échangé entre Jeffrey Epstein et Steve Bannon n'a pas seulement brisé le silence autour de Donald Trump, il a fait exploser les remparts qui protégèrent son entourage. À travers cette brèche, ce n'est pas seulement l'information elle-même qui s'échappe, mais une vague de révolte grandissante. La simple idée que l'homme qui se vend comme le sauveur de la patrie conservatrice puisse cacher des secrets aussi sombres représente un bouleversement politique sans précédent. Mais la peur n'habite pas seulement Trump, elle se répand comme un poison dans les couloirs du Congrès national, dans les coulisses de la Maison-Blanche, dans les bureaux de sécurité et de confidentialité du ministère de la Justice. Il y a un mouvement dense, silencieux, inquiet. Tout indique que quelque chose de beaucoup plus important est sur le point d'éclater au grand jour. Et le temps pour dissimuler, déformer et manipuler touche à sa fin. La population se réveille. Les victimes ont trouvé leur voie. Et au sein même du Parti républicain, l'isolement de Trump a déjà commencé. Parmi les personnalités qui refusent de se taire, l'une d'elles commence à attirer l'attention de manière écrasante. Le membre du Congrès, Robert Garcia. Il n'utilise pas de code, ne filtre pas ses mots, ne tourne pas autour du pot. Devant les caméras, il affirme sans hésitation que nous sommes confrontés à une opération délibérée de dissimulation, menée directement depuis les coulisses de la présidence.
Pour Garcia, Donald Trump ne se contente pas d'échapper aux accusations. Il mobilise tout ce qu'il contrôle encore au sein de l'État pour empêcher que les documents compromettants ne soient rendus publics. L'accusation n'est pas légère. Il mentionne des réunions à huis clos, des pressions voilées, des menaces calculées. Il rapporte que des députés sont conduits dans la salle de crise, l'espace réservé aux décisions de sécurité nationale, uniquement pour être contraints d'abandonner des projets qui exigent la transparence. L'utilisation de la structure fédérale pour protéger un individu, l'utilisation de l'appareil d'État pour préserver des secrets privés, le portrait d'une administration qui ne gouverne pas, elle se défend. Et là surgit la question qui se répand dans les débats, les éditoriaux et les réseaux sociaux. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi tant d'efforts pour le cacher? Si les archives mentionnées sont sans importance, déformées ou falsifiées par des adversaires politiques, pourquoi craindre de les rendre publiques? La réponse se trouve peut-être précisément dans les réactions désespérées de l'ancien président, dans les manœuvres juridiques précipitées, dans les déclarations contradictoires, dans les gestes publics qui contredisent ses actions privées. Parce qu'il sait ce qui s'y trouve, il connaît les noms, il sait qui s'y est rendu, il reconnaît ce qui a été enregistré, et il comprend que, parmi tant de messages et d'enregistrements, il peut exister une preuve directe et incontestable, que son nom ne fait pas seulement partie de cet univers d'horreur. Son nom peut être au centre, connecté, actif, responsable. Et quand, non plus si, mais quand, ce lien sera révélé à la nation, aucune justification ne sera suffisante. Aucune rhétorique de campagne ne pourra survivre. La rhétorique de la chasse politique, de la persécution médiatique, de la haine partisane, tout cela se dissout face à un fait incontournable. Donald Trump a peut-être fait partie d'un réseau d'abus systématiques, dissimulé sous le vernis du pouvoir. Mais ce qui rend ce moment encore plus explosif, c'est le fait qu'il ne s'agit plus d'une simple dispute partisane. La polarisation qui a dominé le débat public pendant si longtemps cède la place à une division plus profonde. La vérité contre la convenance, la justice contre la dissimulation. Et c'est précisément pour cette raison que des personnalités historiquement alignées sur le Parti républicain commencent à prendre leur distance. Don Bacon, Kevin Kiley, des noms qui ne seraient jamais confondus avec ceux de progressistes, se prononcent publiquement en faveur de la divulgation totale des documents. D'autres, encore hésitants, s'expriment discrètement en coulisses. Leur argument est stratégique et inévitable. S'associer à Trump à ce stade signifie compromettre son propre avenir politique. La tâche est devenue permanente. Et les électeurs, même les plus fidèles, ont commencé à se demander qu'y a-t-il de si dangereux dans ces archives? C'est dans ce contexte qu'un instrument législatif jusqu'alors peu utilisé commence à gagner en importance, la pétition de décharge, ou décharge pétition. Il s'agit d'un recours qui permet de forcer l'examen d'un projet de loi sans l'accord de la direction de la Chambre des représentants. Concrètement, cela signifie que Mike Johnson, président de la Chambre, ne peut plus bloquer l'avancement de la proposition, qui exige la divulgation complète des archives liées à Jeffrey Epstein. Une fois suffisamment de signatures recueillies, le vote devient obligatoire. Le projet sera alors soumis à l'examen du Sénat fédéral. Et dans ce nouveau contexte, la pression augmente considérablement, car plus le soutien bipartite se renforce à la Chambre, plus il sera difficile pour les sénateurs de rester silencieux. Si le texte est adopté, il appartiendra au président actuel de le sanctionner ou de le veto. Trump, pris entre la légalité et la panique, tentera de détourner, de retarder, de semer la confusion. Mais chaque geste ne fait qu'accroître les soupçons. Chaque hésitation soulève de nouvelles questions. Que cherche-t-on exactement à protéger? À ce stade du récit, il est essentiel que chaque citoyen comprenne l'ampleur de la responsabilité qui lui incombe. Car il ne s'agit pas seulement d'une dispute au sujet de postes, il s'agit d'un profond bouleversement moral. C'est le reflet d'un système qui, pendant des années, a protégé les agresseurs, couvert les crimes, puni les victimes. Un système qui a permis que des jeunes soient détruites émotionnellement,
pendant que des personnalités publiques participaient à des banquets. Et maintenant que la vérité menace d'être révélée, ces mêmes personnalités tentent de l'enterrer une fois de plus. Mais la vérité, bien que violée, ne disparaît pas. Elle résiste, elle observe, elle attend. Et chaque personne qui se révolte, qui partage, qui questionne, fait partie de la force qui la maintient en vie. C'est pourquoi, en ce moment, j'ai besoin de vous regarder dans les yeux, même virtuellement, et de vous demander, vous aussi, vous pensez que tout cela était déjà mal depuis longtemps, mais personne ne vous écoutait, que ce système a été construit pour protéger les mêmes visages, tandis que les gens ordinaires continuent de souffrir, impuissants, oubliés. Si vous ressentez cela, alors écrivez-le ici, dans les commentaires. Ne vous taisez pas, votre voix compte. Votre indignation peut en inspirer d'autres. C'est le silence collectif qui a permis à ce cauchemar de durer si longtemps. C'est la réaction de chacun qui construit la résistance. Et nous sommes ensemble dans ce processus. Alors que les projecteurs sont braqués sur le Congrès et que le pays attend le vote, Trump agit en coulisses avec le pouvoir qui lui reste. Il active ses anciens contacts. Il réactive des alliances endormies. Il se rapproche de personnalités telles que Pam Bondi, essayant de reconstruire un rempart institutionnel. Dans le même temps, il manœuvre au sein du ministère de la Justice, simulant une volonté de coopérer, tout en articulant en pratique une nouvelle manœuvre juridique. L'idée est ancienne, ouvrir une enquête parallèle, transférer les documents vers une autre juridiction, où des alliés au sein du pouvoir judiciaire peuvent décréter le secret temporaire avec des justifications techniques. En surface, cela ressemble à un engagement en faveur de la transparence. En pratique, il s'agit plutôt d'une couche supplémentaire de camouflage, une mise en scène juridique montée pour tromper l'opinion publique, semer la confusion dans les médias, gagner du temps. Mais le temps ne joue plus en sa faveur. La pression sociale a débordé. Les médias alternatifs ont brisé la bulle du silence. Les réseaux sociaux amplifient les cris des victimes. Chaque extrait de document divulgué, chaque témoignage qui échappe à la censure, rapproche le pays d'un point de non-retour. Et c'est exactement là que nous nous retrouverons dans le prochain bloc. Car la tension qui se concentre actuellement sur la Chambre des représentants va bientôt se déplacer vers le Sénat. Et au moment où l'ombre de Ghislaine Maxwell réapparaîtra, non plus en tant que spectatrice, mais en tant que figure centrale de nouvelles révélations, le pays sera contraint de faire face à l'étendue de ce réseau de pouvoir et de silence. Et oui, le nom de Donald Trump restera gravé au centre de la tempête. Le rideau qui a longtemps dissimulé les coulisses de l'élite américaine tremble désormais devant une force qui ne vient ni de l'opposition ni des médias traditionnels, mais de l'intérieur. C'est une tempête qui ne peut plus être contenue par des discours ou des communiqués officiels, car ce qui fait surface n'est plus seulement une dénonciation contre Donald Trump, Jeffrey Epstein ou Steve Bannon. C'est le reflet brutal de quelque chose de beaucoup plus grand, un système conçu pour protéger les prédateurs et punir les victimes, un mécanisme qui a récompensé le silence, qui a ignoré les cris à l'aide, et qui, pour la première fois depuis des décennies, commence à s'effondrer. Et le plus alarmant, les rouages internes de ce système ont commencé à se gripper. Rien de ce qui fonctionnait auparavant pour dissimuler la vérité ne parvient à endiguer les fuites. Et aucune idéologie, aucune rhétorique, aucune campagne n'est capable de recoller les morceaux qui se sont détachés. Lorsque des parlementaires sont emmenés dans des salles confidentielles, dans le but de les pousser à abandonner des propositions qui visent à établir la vérité, quelque chose ne tourne pas rond. Lorsque des documents confidentiels sont transférés d'une institution fédérale à une autre, dans le seul but d'échapper à la juridiction judiciaire, quelque chose pourrit de l'intérieur. Lorsque la sécurité nationale est utilisée comme bouclier pour dissimuler des crimes d'exploitation sexuelle de mineurs, ce qui reste de l'intégrité institutionnelle commence à s'effondrer. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit d'humanité, de morale, de justice, et au cœur de cette pourriture stratégique,
une figure revient sur le devant de la scène, Ghislaine Maxwell. Ignorée par beaucoup, protégée par certains, elle n'était pas seulement complice, elle était opératrice. Elle était mentor. Elle organisait, recrutait, planifiait. Elle était le lien entre les salons luxueux et les chambres où tant d'enfances ont été détruites. Et même après avoir été condamnée, sa peine fait honte au concept le plus élémentaire de justice. Elle a été envoyée dans un établissement plus léger, plus confortable, comme si le système disait « tu es toujours l'une des nôtres », comme s'il voulait préserver non pas ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle sait. Car si Ghislaine Maxwell décidait de parler, si elle rompait le silence et racontait ce dont elle a été témoin, peu de piliers politiques, économiques et médiatiques resteraient debout. Et c'est cette peur qui empêche Donald Trump de dormir. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il a commis, mais de ce que les autres ont commis avec lui, à ses côtés, et de ce que Maxwell peut prouver. Et une fois de plus, la clé se trouve dans les documents, pas dans les versions filtrées, pas dans les résumés manipulés, mais dans les dossiers complets, dans les listes non expurgées, dans les photos intégrales, dans les relevés bancaires, dans les registres téléphoniques, dans les agendas de vol, dans les visites surveillées. Chaque ligne de ces pages représente la fin d'un mensonge, entretenu pendant des décennies. C'est pourquoi on s'efforce tant d'étouffer la vérité. C'est pourquoi il est plus facile de détourner l'attention, en qualifiant tout cela d'hystérie collective. C'est pourquoi il est si pratique d'accuser la gauche de conspirer. Mais les victimes n'ont pas de parti. Elles ne font pas campagne. Elles cherchent réparation. Elles essaient de survivre. Elles veulent un monde où les filles n'ont pas à grandir avec la certitude que leurs agresseurs ont été protégés par l'élite qui gouverne le pays. Et en ce moment, leur voix tranche l'air comme une lame. Nous ne voulons pas de vengeance, nous voulons la dignité. Au Congrès, la fracture est visible. Certains parlementaires tentent de cacher, d'effacer, d'étouffer. D'autres ont décidé qu'ils ne pouvaient plus se taire. Le nombre de républicains qui se prononcent en faveur de la divulgation des documents augmente de jour en jour. Certains en silence, d'autres déjà ouvertement, parce que le calcul politique a changé. Défendre Trump à ce stade peut signifier couler avec lui, et personne ne veut être considéré comme complice d'un système qui a protégé des pédophiles. Dans les coulisses, c'est le désespoir, réunion d'urgence, tentative de persuasion. Mais c'est aussi la panique, car lorsque la vérité commence à se mettre en mouvement, elle emporte tout sur son passage. Et cette fois, il ne s'agit pas seulement de survie politique, il s'agit d'un tournant moral. Sur les réseaux sociaux, les témoignages des victimes sont partagés par milliers, de petites vidéos, des phrases courtes, des yeux cernés, des voix tremblantes, des femmes adultes qui, il y a des décennies, étaient des filles de 14 ou 15 ans, détruites émotionnellement. Et parmi toutes ces voix, une phrase se répète avec une force dévastatrice. « Cela m'est arrivé, mais cela aurait pu arriver à votre fille, votre sœur, votre amie. » Et c'est précisément cette phrase qui relie toute l'indignation. Car lorsque la politique devient un bouclier pour les criminels, elle cesse d'être politique et se transforme en complicité. Et lorsque cela se produit, la seule réponse acceptable est de faire tomber les murs. Pas avec la violence, mais avec la vérité. Et aujourd'hui, cette vérité a des yeux, un corps, un nom, et elle a soif de justice. Alors que les commissions parlementaires tentent de gagner du temps, le mouvement populaire prend de l'ampleur. Il ne se limite plus aux enquêtes. Il grandit dans les rues, dans les forums universitaires, dans les groupes qui restaient auparavant neutres. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas un projet de pouvoir, c'est l'avenir éthique d'une nation. C'est le moment où une société doit se demander « Qu'est-ce qui sépare la civilisation de la barbarie ?» Quand une démocratie accepte que des filles soient exploitées et que leurs bourreaux soient protégés par des collusions politiques, elle s'endort dans l'indifférence. Et maintenant, enfin, il y a des signes de réveil. Les yeux s'ouvrent. Les connexions sont retracées. Et la question qui résonne parmi des millions de citoyens est simple. Où étiez-vous quand tout cela a été révélé? Cette enquête ne sera ni courte ni facile,
car le système est conçu pour résister. Mais la société, lorsqu'elle est mobilisée, a du pouvoir. Et la pression populaire est la seule force capable de percer le bouclier institutionnel. C'est pourquoi il est si important de continuer à parler, de continuer à partager, de continuer à exiger. Il ne s'agit pas seulement de punir les noms déjà exposés, il s'agit d'honorer ceux qui ont souffert, de restaurer la dignité d'une génération. Parce que la justice, ce n'est pas le silence. La justice, c'est la mémoire, c'est l'action, c'est le changement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que cela a de la valeur. Cela signifie que vous vous souciez, que vous n'êtes pas anesthésié, que vous sentez quelque chose bouger en vous. Et c'est déjà de la résistance. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a apporté de la clarté, si elle a provoqué votre indignation, si elle a réveillé quelque chose en vous, laissez votre like maintenant, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous permet de continuer à révéler ces vérités, sans crainte, et commentez ci-dessous. Dites ce que vous pensez, dites que vous êtes avec nous, parce que chaque voix compte, chaque mot sincère enflamme le courage de quelqu'un. Et la lutte ne fait que commencer. Dans la prochaine vidéo, nous révélerons les noms qui apparaissent dans les documents non édités, de nouvelles connexions, de nouveaux scandales et un nouveau chapitre d'une histoire que beaucoup ont tenté de cacher, mais qui maintenant est impossible à taire.